Salut tout le monde, comment vous allez ? Vu la situation actuelle, je me voyais pas débuter cet épisode avec mon entrain habituel, comme si de rien n'était. Donc avant de lancer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais juste vous faire un petit coucou, en mode impro. Ça me fait plaisir de savoir que vous écoutez ce podcast pendant cette période un petit peu spéciale et j'espère que Sens Créatif pourra vous encourager durant les jours et les semaines à venir. Et puis, si vous découvrez ce podcast, il y a 25 épisodes au total, donc il y a de quoi se rattraper pendant le confinement. C'est un hasard complet, la thématique de cette semaine, à savoir mon interview avec Angelo Follet, celui qui a créé le compte Instagram Balance ta peur. Ça et l'épisode précédent, créé pour transcender, ou comment transformer ses difficultés grâce à la créativité. D'ailleurs, pour le coup, depuis le début du confinement, j'ai vu des tas d'exemples sur les réseaux sociaux de créatifs qui illustrent en quoi cette nouvelle contrainte développe la créativité et rend les difficultés plus supportables et nous permet de nous connecter les uns aux autres. Donc franchement, c'est beau à voir. Donc oui, c'était prévu depuis longtemps, la thématique que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, notamment celle de la peur. Il s'avère que soudainement, cela prend un écho un peu particulier par rapport à l'actualité. J'ai hésité à remplacer cette interview avec une thématique peut-être un peu plus légère. Et puis finalement, j'ai décidé de la garder parce que c'est souvent dans ce type de période qu'on est plus enclin à l'introspection. Et je trouve que c'est très à propos. Du coup, j'ai décidé de ne rien changer. J'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. C'est pour ça que le compte Insta est noir, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image, c'est pour ça que je me montre très peu, et c'est pour ça que l'invitation c'est de surtout aller traverser le tunnel ensemble en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma discussion avec Angelo Follet, thérapeute, compositeur de musique et créateur du fameux compte Instagram Balance ta peur dont vous avez peut-être déjà entendu parler. J'ai découvert le travail d'Angelo il y a un peu moins d'un an et immédiatement, son approche sur la peur, la créativité et la vulnérabilité m'avaient intrigué. En plus, afin d'approfondir tous ces sujets, il a lui aussi créé un podcast. Donc, impossible pour moi de ne pas connecter. J'avais besoin d'en savoir plus. De fil en aiguille, on a appris à se connaître et c'est tout naturellement que nous en sommes arrivés à la discussion que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Angelo ne bosse pas dans l'image au sens strict du terme. Initialement, son domaine c'est plutôt la musique. Il a notamment collaboré avec des artistes comme Eddie De Pretto, Christine and the Queens ou encore Grand Corps Malade. Vous l'entendrez, son parcours l'a amené à travailler et à accompagner de nombreux artistes. Et ce qui m'a intéressé, c'est justement ce travail d'accompagnement. Au fur et à mesure de sa carrière, Angelo s'est rendu compte que ce qui le rendait vivant, c'était de prendre soin des gens. Et que ce qui reliait tous ces artistes, c'était la peur. D'où la naissance de son compte Instagram Balance ta peur et son approche thérapeutique. Mais trêve de bavardage, tout ça, Angelo vous le racontera bien mieux que moi. Dans cet épisode, on parle évidemment de son parcours, mais surtout, on approfondit deux sujets délicats, à savoir la peur et les mécanismes de l'ego. Je préfère vous prévenir, on plonge très vite dans les profondeurs de l'âme et on va très loin. C'est un épisode très introspectif et un peu inhabituel que vous vous apprêtez à écouter, mais je crois personnellement que nous abordons des thématiques importantes pour chacun de nous et que vous en ressortirez de nombreuses clés. Moi en tout cas, j'ai appris plein de choses. Et avant de vous laisser en compagnie d'Angelo, je vous invite à écouter cet épisode jusqu'à la fin. Je vous réserve une petite surprise, ou du moins une invitation à participer concrètement et de manière collective à la création du prochain épisode du podcast. Je n'en dis pas plus, mais ce sera en lien avec l'actualité. Donc, restez jusqu'au bout pour en savoir plus. Sans plus attendre, voici ma discussion avec Angelo Follet. Bonne écoute. Pouf. Du coup, c'est bon. Et toi, c'est bon. Allez, fantastique. Angelo, bienvenue sur Sens Créatif. Merci. Merci Jérémy. Merci d'être avec moi. Comme tu sais, les sujets que tu abordes, genre la peur, la vulnérabilité, l'ego, le travail artistique, tous ces trucs-là, ouais. C'est un peu ma came, c'est un peu des sujets qui m'intéressent énormément. Et voilà, je suis super content que tu es là pour pouvoir en discuter avec moi. Merci de m'avoir invité dans ce magnifique lieu dans lequel tu travailles. T'as vu ? Et je trouve que c'est tout à fait fait pour
pour avoir le sens créatif, en Pas tout mal, cas, hein. pour le développer. Ouais, on est au laptop. Ouais. Les auditeurs connaissent s'ils écoutent depuis le début. Bah, c'est très beau. Là où Voilà. tu travailles, je trouve que c'est important d'avoir un endroit stimulant. C'est vrai, Mm. totalement. Je commence toujours mes interviews avec la même question, qui est qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Ah bah, ça dépend. Des fois, c'est l'envie de pisser. Des fois, c'est parce que j'ai un rendez-vous et qu'il faut que je me lève. Mais globalement, je sens pas l'obligation de me lever. Je me lève parce qu'effectivement, ce que j'ai envie de mettre dans ma journée, c'est ça me fait ça depuis que je suis tout petit. En fait, c'était cette espèce de boule dans le corps d'énergie qui me porte et qui fait que je me lève et que j'ai envie de voir le jour et que donc je dirais que c'est l'envie de vivre, en fait, l'envie de vivre ma journée. Et après, effectivement, en fonction de ce que j'ai prévu, ça va dépendre. Mais il y a un moment où j'en ai marre d'être allongé. Ouais. Ouais. T'as besoin de... Ouais, mais même mon corps, hein, tu sais, au bout de 7-8 heures, pour moi 7-8 heures c'est le grand max. C'est vrai, en termes de grasse mat, donc 8 heures de sommeil, au bout d'un moment j'ai mal au dos, mon corps en a marre en fait. Ouais. Donc je me dis bon bah faut que je me lève ou alors j'ai faim. Enfin, en fait c'est surtout des besoins instinctifs, je suis en train de me rendre compte. Bah ouais. Donc de vie quoi. Oui, Tu oui, c'est la pulsion de vie, quoi. Ouais, c'est ça. Super. Bah du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, dire un peu ce que tu fais Alors actuellement, j'accompagne des hommes et des femmes dans leur chemin de vie, dans leur parcours de vie. Ça se fait à plusieurs endroits. Ça se fait dans mon cabinet en thérapie, en psychothérapie, de manière individuelle. Ça se fait aussi en groupe dans des ateliers ou des conférences où là, nous allons expérimenter à plusieurs une notion comme la peur, comme l'ego ou les conflits, les relations, etc. J'accompagne aussi des hommes et des femmes en studio. Donc là où je réalise avec eux ou avec elles leurs albums de musique ou leurs projets de musique. Je les accompagne aussi en résidence artistique. Donc je travaille beaucoup avec le chantier des Francopholies, donc qui est le festival des Franco de La Rochelle, ou Studio des Variétés aussi, où j'ai accompagné des artistes dans l'élaboration de leur direction artistique, c'est-à-dire quel est leur propos artistique. Okay. Voilà. C'est à plusieurs endroits en même temps. Et du coup, j'ai aussi une activité sur les réseaux sociaux avec un compte qui s'appelle Balance ta peur et un livre que je suis en train d'écrire qui sera la version papier, ouais. On va dire, du compte. Ouais. Et il y a un podcast qui va avec, ouais, effectivement. C'est ça. En gros, le fil rouge, c'est que tu aides les gens à clarifier un petit peu leur vision, leur approche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis une sorte de miroir bienveillant, mais en même temps, des fois, j'appuie là où c'est pas très agréable. C'est ce qu'on attend d'un thérapeute aussi. J'imagine, ouais. Donc évidemment, beaucoup de gens connaissent ton compte Instagram Balance ta peur, mais comme tu l'as dit si justement avant, donc tu fais toutes ces choses à côté, compositeur, créateur de disques, direction artistique, etc. Ouais. Je me demandais si tu pouvais un petit peu me raconter ton arrière-plan personnel, un peu le parcours qui t'a amené à cet été 2018 où t'as créé ce compte Balance ta peur, quoi. Waouh. Bon, on n'est pas obligé de retourner jusque dans, jusque dans le ventre de ta mère, hein, mais... La question, c'est qu'est-ce qui m'a amené à créer le compte ou c'est qu'est-ce que j'ai fait avant d'avoir créé ce compte? Ce que tu as fait avant qui t'a amené à créer le compte. Ok. Parce qu'évidemment, c'est ces sujets-là. Ouais. Tu peux me dire que tu aimais faire du vélo quand tu étais petit. Hein, j'aimais faire du vélo, ouais. Non, je pense que je suis né avec la peur au ventre, en fait, et je crois que, de par mon contexte familial de naissance, qui est donc une famille d'immigrés, où dans toute famille d'immigrés, il y a forcément un instinct de survie qui s'est développé avec un angle particulier. Ça peut être le travail, ça peut être le commerce, ça peut être l'artistique, ça peut être ça peut être plein de choses. Le silence, ça peut être la discrétion, tu vois. Il y a pas mal d'immigrés chinois qui sont très discrets. Voilà, il y a toujours une stratégie de survie de clan, de communauté qui fait que l'immigration nous amène à développer ou à surdévelopper quelque chose. Il se trouve que dans ma famille, c'était l'artistique et notamment la danse. Donc j'ai toujours baigné, si tu veux, dans le voyage allié à la mise en scène, au mouvement, au corps, au rapport au public, à l'animation, voilà. Et il se trouve que ma mère m'avait inscrit à la musique plutôt qu'à la danse. Donc ça s'est plutôt fait dans la musique. J'ai fait voilà des années de musique, d'études de musique en conservatoire, aussi en studio, dans des labels, etc. Enfin, expérience de vie, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a toujours eu deux choses en parallèle. C'est-à-dire qu'il y avait ce que moi je voulais faire,
que je ne savais pas que je voulais faire. Et il y avait ce que ma famille voulait faire, que je fasse indirectement et que j'ai accepté de faire. Étonnamment, c'est la partie artistique qui a été l'héritage de cette invitation qui est devenue une injonction en fait, mais de la famille à créer, à être dans l'artistique, etc. Donc très très vite, en fait, je me suis convaincu que j'étais artiste et qu'il fallait que ça allait être comme ça que j'allais m'épanouir, me développer, gagner de l'argent, etc. Sauf qu'évidemment, la réalité, principe de réalité est tel que c'est pas si facile. Et ce qui est intéressant, c'est que ma mère, à chaque fois que je voulais bifurquer vers la musique ou vers l'art, elle me disait non, trouve un vrai travail d'abord. Alors que c'est quand même elle qui m'a inscrit à l'école de musique. Bref. Injonction contre injonction. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et en parallèle de ça, moi, j'ai toujours été curieux, instinctif, vraiment dans chercher à comprendre l'invisible, ce qu'on voit pas, ce qu'on dit pas, l'humain, le non-humain. D'où on vient. Enfin, vraiment, c'est des questions métaphysiques que je me pose depuis que je suis petit. Existentielles. Parfois spirituelles. Et ça, en fait, je l'ai un peu mis de côté au profit de l'étude pour l'art, l'étude de la musique, l'étude, voilà. Et donc, en fait, moi, je me suis carrément lancé dans le truc à fond jusqu'à aujourd'hui. Ça continue encore un peu. Je suis pas sûr que ça continue encore longtemps, pour le coup. Okay. Parce qu'il y a un truc qui m'a vachement soulagé un jour, c'est d'accepter, en tout cas, que c'était pas ça, que c'était pas l'artistique en fait qui me plaisait. Et en fait, c'est bizarre parce que du coup, le jour où j'ai accepté que en fait c'était pas mon truc, j'ai eu plein de projets. On m'a appelé pour plein de trucs, j'ai reçu des prix. Quand j'ai reçu des prix, je voyais bien que ça me faisait pas grand chose. Et voilà, il y a eu des récompenses, des choses comme ça, et c'était pas du tout une nourriture pour moi. C'était ah ok, merci. Bon. Et déjà de passer d'artiste à artisan, ça m'a vachement aidé. C'est-à-dire, tu fais quelle différence entre artiste et artisan? Pour moi, l'artisanat, c'est un savoir-faire que tu mets au service de quelque chose. D'accord. Alors que je trouve que l'artiste, il est son propre sujet, quoi. Ok. T'es pas la première personne en fait faire la différence, du coup. Ouais, c'est intéressant. Ok. Donc moi, j'ai toujours dit que j'avais rien à dire. Et donc très vite, je me suis dit je vais aider les gens à dire ce qu'ils ont à dire. Et donc du coup, je passais d'artiste à artisan et d'artisan à réalisateur ou en tout cas à faiseur où j'utilisais mon savoir-faire parce que j'ai passé du temps à apprendre et à faire de la merde aussi pour pouvoir accompagner des artistes qui eux ne savaient pas faire mais qui avaient quelque chose à raconter et à transmettre. Et donc, en parallèle de ça, moi, du coup, j'avais mis de côté tout l'aspect philosophique, spirituel, humaniste, etc., existentiel, jusqu'au jour où j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien dans mes pompes et où j'ai commencé à faire un travail analytique avec une thérapeute et recommencer à lire des livres là-dessus, etc., à m'y intéresser. Et en fait, ça a raccroché un peu les wagons avec la psycho, etc., J'ai fait des études de psycho et puis j'ai travaillé sur le corps, l'énergétique, en me spécialisant en psychogénéalogie, donc tout ce qui est de l'inconscient collectif de notre famille proche jusqu'aux générations d'avant. Et j'en ai fait une espèce de mélange où j'ai commencé à travailler de manière thérapeutique avec des artistes. Okay. C'est comme ça que ça a commencé. Ah oui. Voilà. Et puis j'avais de moins en moins d'artistes parce qu'avec le bouche à oreille faisait que les gens qui étaient pas du tout dans ce milieu-là me contactaient. Très vite, je me suis dit, mais en fait, dans tous les cercles, dans toutes les communications, dans tous les échanges que j'ai, le mot peur revient tout le temps. Et je me suis dit, pourquoi personne parle de ça, en fait? Alors que, étonnamment, on en parle beaucoup dans les contes, dans les histoires, dans les mythes, dans les aventures. Tu vois, il y a toujours la peur du héros, la peur d'affronter son dragon, et puis il affronte le dragon, et puis il en ressort grandi, etc. Ouais. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le contre-pied, en fait. C'est-à-dire que quand il y a du développement personnel qui va aller chercher qu'est-ce qu'il y a de bon, comment on peut faire pour réussir, comment on peut faire pour se sentir mieux, pour s'épanouir, pour s'éveiller, etc., etc. Moi, je vais plutôt aller dans le contre-pied. Je vais plutôt aller dire non, mais va voir ton caca d'abord. C'est ça. Et c'est parce que tu traverses ton caca que, à un moment donné, tu fais ah ça va mieux là. Ah oui, ça s'est ouvert. Et voilà. Et en fait, c'est un peu ça qui m'intéresse, quoi. C'est un peu l'ombre, en fait, qui m'intéresse surtout, quoi. Et c'est étonnant, comme tu vois, dans n'importe quelle histoire, c'est souvent le méchant le plus intéressant. Ah oui.
Le côté gamin, le méchant, il est fascinant, quoi. Tu vois, donc voilà, bon, donc c'est ça qui me fascine parce que moi j'ai dû traverser mes parts d'ombre que je traverse encore et mourir à moi-même plusieurs fois pour pouvoir voir qu'il y avait encore quelque chose en dessous, quoi. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, Ouais, mais c'est ça qui m'a amené à la peur. En tout Ouais, cas. non, mais c'est terrible, là, mon cerveau. Dans plein de directions. Oui, je suis désolé, ça fait beaucoup d'infos. Non, mais c'est top. Et ok. Et donc du coup, ça t'a amené en 2018 à créer le compte Ouais. Balance ta peur. Ouais. Alors, je pense que beaucoup de mes auditeurs connaissent probablement le compte. Ok. Les illustrateurs, les artistes sont souvent sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu expliquer Ouais. le concept Le principe de base, c'est que je voulais pas un compte Instagram où l'abonné est passif. Il n'est pas là pour regarder. Il est là pour déjà être dans traverser son ombre. Et donc en fait, l'invitation, c'est de proposer aux abonnés de me partager par écrit leur peur, de quoi ils ont peur. À partir des messages et des témoignages que je reçois, je réfléchis très spontanément et de manière absolument pas dogmatique à ce que ça me fait de lire ça, quel sujet ça me fait penser, et j'écris spontanément autour du témoignage, quoi, et j'en fais des posts après. Donc les gens, c'est marrant, ont vraiment l'impression que je réponds à la personne et que je les aide. Et donc du coup, maintenant que c'est un peu connu, on m'envoie des trucs en me disant merci pour ton aide, est-ce que tu peux m'aider ou est-ce que tu peux répondre à ma question, comme si c'était Madame Soleil, et je réponds merci. c'est comment ça? Bah merci pour le message. Ah oui. Je réponds pas à la question. Ouais. Parce que c'est pas le but. En fait, le but c'est pas de faire de la thérapie sauvage Oui. non cadrée sur Internet, enfin sur les réseaux. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce sujet de la vulnérabilité que tu abordes. Ouais. Tu es un peu une sorte de livre ouvert. Moi, je parle assez facilement de certains épisodes de ma vie. Ouais. Encore une fois, c'est maîtrisé, c'est-à-dire que je sais ce que je dis. Et voilà, et l'invitation, c'est de partager une part d'ombre de soi, de se mettre un peu en situation de vulnérabilité, de recevoir le message ou pas. Et puis voilà, et en fait, par écho, par identification, bah, ça parle à certains abonnés qui répondent, qui likent et qui peut-être après vont sur le podcast pour avoir une version un peu plus longue aussi de l'échange, quoi. Là, il y a un échange pour le coup. C'est vrai que ton approche, elle est complètement un peu contre-culturelle. C'est-à-dire, on cherche tous un peu la lumière. Ouais. Toi, tu vas aborder la part d'ombre. Ouais. On cherche le développement personnel, c'est du développement collectif. Ouais. Et je sais plus, il y avait un troisième truc. Mais ouais, c'est. En fait, tu sais, je me rends compte de plus en plus que ce que les abonnés cherchent, et du coup de manière plus globale, ce que beaucoup de gens cherchent, c'est le résultat. Absolument. Donc ça va tout de suite être comment je fais pour arriver à tel état, ou à tel moment, ou à telle situation, ou à tel vécu. Et donc évidemment, comme la quête, c'est la quête de lumière, et surtout l'éloignement le plus possible de la mort, ça va être comment je fais pour être heureux, comment je fais pour être aimé, comment je fais pour rencontrer quelqu'un, comment je fais pour, j'en sais rien moi, pour réussir professionnellement, etc. Ça m'amène vraiment à un truc clé aujourd'hui pour moi, qui est que la quête de ce résultat, en fait, c'est un petit peu comme aller chercher la lumière au fond du tunnel sans passer par le tunnel, quoi. Oui. Tu vois? C'est obligatoire. Ça me fait penser à un mec qui voudrait apprendre à faire du vélo sans petite roulette, sans jamais tomber, et qui fait le Tour de France direct, quoi. C'est ça qui est difficile, je trouve, aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'offres à ce niveau-là, et que les gens, une grande majorité en tout cas, ne veulent pas passer par les étapes qui sont indispensables pour éventuellement à un moment donné être en contact avec cette lumière. Je suis pas en train de dire qu'il faut souffrir ou qu'il faut tomber absolument, mais c'est parce que tu te relèves de ta chute en fait qu'il y a de la lumière. C'est pas la lumière, elle est là, ou tu vois, quand je vois manger en pleine conscience, méditer 10 minutes par jour, etc. Il y a vraiment l'illusion de se dire bah tiens, si je médite 10 minutes par jour, je vais être Bouddha parce que je serai dans la même posture que lui. Mais en fait, on oublie l'histoire de Bouddha. Le mec, il en a chié avant, oui. Ouais, c'est vrai. Comme Jésus, comme enfin voilà, toutes les figures guides. Ou voilà, qui ont inspiré nos grandes croyances, quoi. Donc c'est pour ça que le compte Insta est noir, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image, c'est pour ça que je me montre très peu, et c'est pour ça que l'invitation, c'est de surtout aller traverser le tunnel ensemble, en fait. Ouais. Un auteur que j'aime beaucoup s'appelle Richard Rohr, c'est un prêtre franciscain qui écrit, enfin moi c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, et il dit souvent qu'il y a deux expériences
transformatrices sur le chemin des gens, c'est souvent soit connaître un amour inconditionnel, ou la souffrance. Et en fait, en gros, c'est soit l'un, soit l'autre. Il s'avère que c'est très souvent la souffrance qui nous amène, qui nous oblige à changer. Et moi, sur le podcast, c'est un sujet que j'aborde et que je veux pas me cacher. C'est pas facile pour personne de toute façon. Et si on veut arriver à quoi que ce soit, on est obligé de passer. Moi, j'aime bien utiliser la métaphore de la caverne dans l'Empire contre-attaque de Luke, qui est obligé d'aller se confronter à lui-même. Et quand et à travers des cavernes, il voit sa propre tête à l'intérieur. Et en fait, pour passer de l'autre côté du tunnel, on a besoin de s'affronter soi-même. C'est ça. Et voilà, c'est un peu ton. C'est l'invitation en tout cas, et c'est une invitation à arrêter de zapper, et donc du coup je fais des textes très longs pour que les gens soient obligés de s'arrêter. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc ça c'est encore un truc qui va à contre-courant. Puis il y a le côté de la non-représentation en fait, c'est-à-dire que du coup c'est noir et blanc, c'est du texte avec des illustrations qui sont assez sobres. Et puis voilà, du partage quoi. Et est-ce que tu pourrais aborder le sujet, donc justement, quand on pense à travail thérapeutique, on pense développement personnel, alors que toi, justement, ton approche, notamment avec le conte, c'est d'aller vers le développement collectif, qui est un vrai choix délibéré de ta part. Est-ce que tu pourrais un peu adresser ça? La grosse différence, effectivement, entre le développement personnel et la thérapie, en tout cas, je crois que la promesse est sensiblement la même. Jung parlait de processus d'individuation, c'est-à-dire réintégrer toutes les parties de soi et donc être dans le mariage des contraires. Développement personnel, voilà, pour moi, il y a la différence, c'est que on va chercher que le positif, quoi. On va chercher que ce qui est bon, en fait. La meilleure version de soi-même, ça me fait vomir, en fait. Donc il y a des fois où j'ai une version de merde, il y a des fois où... Alors qu'en fait, justement, je trouve que l'idée du mariage des contraires et d'aller explorer aussi, d'autres parts de soi, je trouve que c'est réintégrer petit à petit son intégrité, quoi, tu vois, son entièreté. Et donc c'est intéressant parce que finalement, quand on parle de l'amour de soi, dans le développement personnel, on parle d'amour de moi, c'est-à-dire que c'est l'ego qui parle. Alors qu'en fait, l'amour de soi, le soi, c'est Dieu, le soi, c'est l'univers, c'est c'est le un. Et ce un là, si on veut le contacter un tout petit peu, faut bien aller voir toutes les autres parts dans le développement personnel qui sont peut-être un peu moins brillantes ou un peu moins acceptables, etc. Donc ça, c'est pour moi la grande différence. Et donc évidemment, dans la posture de thérapeute, il y a absolument pas de volonté. Parce que la volonté dans le développement personnel est vraiment motivée par, encore une fois, réussir qui je suis, quoi. Alors que quand il y a là cette absence totale de volonté, il y a une écoute absolument belle en thérapie qui se crée parce que justement la personne, vu qu'elle est écoutée dans toutes ses facettes, elle peut réintégrer toutes ses facettes petit à petit. Tu vois, il y a un accueil en fait qui est fait. Par rapport au développement collectif, encore une fois, ça reprend, Joseph Campbell, là je l'avais aussi bien dit que dans ses bouquins, mais le héros aux 1000 visages. Hein, le héros aux 1000 visages. C'est ça l'idée, c'est que c'est le héros qui part de chez lui, qui traverse des épreuves, qui part à l'aventure, qui se fait aider, etc. Par souvent, il y a toujours un complice ou une ressource, quoi. Qui traverse, qui change à un moment donné de l'intérieur et qui à ce moment-là revient chez lui pour pouvoir transmettre à la communauté. Ah oui. C'est parce que je suis capable d'avoir traversé pour moi-même la mort de telle ou telle phase de moi ou la mort de telle ou telle croyance que quand je reviens au sein de la communauté, je suis capable de l'écouter, de l'entendre, de le voir, de le transmettre et éventuellement de pouvoir l'accompagner, quoi. Et si tu veux, l'artiste, pour moi, il est dans ce chemin-là, en fait. Sinon, c'est du divertissement, mais c'est encore autre chose. Oui, c'est une nuance. Donc en fait, c'est pour ça que je dis toujours le développement personnel a une limite, sauf si c'est pour de l'épanouissement collectif, parce que tout bêtement, une fois que moi je suis bien tout seul avec mes pompes, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Tu vois. C'est en ça que c'est collectif, c'est-à-dire que ce que tu as appris,
tu le ramènes à la maison. Ouais. Comme dans Le Seigneur des Anneaux, ils s'en vont, ils vont à la quête, et puis ils reviennent à la comté. C'est ça. C'est la boucle. Et puis, en fait, c'est marrant parce qu'à la fin, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près la même gueule, ils habitent à peu près au même endroit et dans tout les ça. films, mais dans le bouquin. Ah oui, dans ce bouquin. Quand ils reviennent, c'est la merde dans la comté. Et oui, alors donc, parce que du coup, il a toujours pareil, Joseph Campbell l'a très bien expliqué, c'est que c'est pas toujours une fin heureuse, quoi. Non. Le retour du héros, voilà, des fois il y a du rejet, des fois il y a de l'incompréhension, des fois il y a l'isolement et de la solitude, et parfois il est au service de la communauté et ça sert, quoi. Ouais. Mais c'est pas toujours le cas. Oui, mais ouais, j'avais un ami qui disait justement que le rôle de l'artiste c'était de servir son audience et que sinon il est juste là pour se faire son kiff et c'est un peu égocentré justement. Ouais, égo trip, ouais. Le trip et que ouais. D'ailleurs Seth Godin que tu connais peut-être, lui aussi il parle du fait de servir, enfin de faire preuve d'empathie et de servir son audience. Ouais. Que c'est vraiment lui il traite du marketing qui est un mot qui peut faire un peu peur parfois, mais lui chez lui je trouve qu'il devient un peu joli. Ouais. Enfin intéressant. Il y a une grande humanité dans son travail et justement il parle de marketing mais il dit en gros respectez les gens, faites preuve d'empathie et servez votre audience. Bon bref, tout ça pour dire que comme tu disais l'aspect collectif c'est traverser sa part d'ombre pour ensuite te découvrir dans ton entièreté et puis revenir vers les tiens. Ouais. Et c'est le principe d'un chaman dans une tribu, tu vois. Le chaman, c'est celui qui a traversé la mort. Et donc c'est celui qui peut accompagner justement et peut-être guérir voilà la communauté s'il y a une maladie, s'il y a moi je me sens pas à l'âme d'un guérisseur, je suis pas là pour guérir qui que ce soit. En revanche, j'aime l'idée de me lever le matin, si on reprend cette question, et de me dire, bah tiens, quelle forme je vais me donner à ce que j'ai appris sur moi ou ce que j'ai traversé, et qui peut peut-être voilà être au service de quoi. Ouais. Et avant, tu le faisais plus à travers la musique. Ouais. Et tu me disais tout à l'heure, et puis je sais que t'en as parlé un peu sur ton compte Instagram aussi. Ouais. T'as accompagné autant d'un point de vue thérapeutique que d'un point de vue composition, direction artistique des artistes. Ouais. Et on pourrait aussi adresser dans un second temps un peu les traits communs entre les peurs qui sont un peu partagées plus souvent par les artistes justement. Ouais. La peur est un sentiment, une émotion commune à tous les êtres humains, mais il y a des traits communs. Donc il y a ça. Et aujourd'hui, t'as plus trop envie de te cacher derrière un instrument ou la musique de quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, je sais pas quelle question tu as envie d'aborder en premier. Ouais. Peut-être on peut aborder cette seconde question d'abord et puis après on abordera la communauté des artistes. Le fait de plus cacher. Ouais, c'est ça, ouais. Comment je fais la transition en fait Parce que bon, je veux dire, t'as bossé avec des super artistes, t'as reçu des prix, tu bosses là-dedans depuis longtemps, t'as appris à parfaire ton art. Oui. Jusqu'à, entre guillemets, même si on n'est jamais arrivé à faire un peu le tour d'une certaine manière, ou du moins, tu t'es rendu compte de ce qui te nourrissait ou de ce qui faisait du bien. Oui. Et puis tu t'es dit, en fait, non. Les seuls projets qui me nourrissent éventuellement, même si je mets pas la main à la pâte, c'est vraiment les projets où je sens que c'est en lien avec les valeurs que j'ai envie d'incarner aujourd'hui dans ce que je fais à travers le conte, à travers les ateliers, etc. Quand je sens que c'est au service de la reconnaissance ou de l'ego ou de l'industrie, qui est vraiment... J'espère qu'elle va changer, parce que c'est vrai que j'ai travaillé avec des artistes toujours à leur balbutiement, plus ou moins. Et donc j'ai vu l'évolution. Il y a vraiment un chemin commun, en tout cas dans ce que j'observe, où on passe de cette naïveté et de cette fraîcheur qui plaît à tout le monde à... le mot formatage est peut-être pas adapté, mais il y a un truc comme ça, tu vois, de l'ordre de... Tiens, c'est bien fait maintenant. C'est bien fait. Voilà. Okay. Avant c'était touchant. Maintenant c'est bien fait. Oui, ok. Tu vois. Ouais. une part d'âme. Et donc, ouais, c'est ça. Et moi j'ai la chance d'avoir toujours connu ces artistes un peu comme ça dans leur balbutiement et dès que je sens qu'il y a ça se perd, ben du coup effectivement je change, je change de projet ou alors je sens que on est plus c'est plus le moment de bosser ensemble, etc. Mais le fait en fait, pour moi, la musique, c'est devenu un biais.
Ok. tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, bah en fait, quand je débarque quelque part, qu'on me donne la parole, bah voilà, c'est pur, quoi. C'est-à-dire que je prépare jamais, je prépare rien. Je suis embêté parce que j'ai 2 TED à la fin de l'année, il faut absolument que je les prépare, mais j'ai pas envie. Ok. J'ai envie d'arriver et de pas savoir ce que je vais dire, mais c'est pas comme ça qu'ils veulent qu'on fasse. Vulnérabilité Donc totale. ouais, et puis de toute façon, c'est du présent, quoi. C'est-à-dire que demain, je dirais peut-être autre chose. Ouais. Tu vois. Ouais. Et en fait, voilà, pour moi, voilà, là, je suis en train de parler avec mon corps, mon âme, mon énergie, avec les mots qui sortent là, avec toi qui es en face. Il n'y a pas de biais, Ouais. si ce n'est les angles morts que je ne vois pas dans mon conditionnement. Mais ça, c'est voilà, on est tous pris par ça. Mais si tu veux, la musique, ça a été longtemps un refuge qui m'était nécessaire. Et ça a été aussi un déclencheur de larmes que j'arrivais pas à pleurer dans mon quotidien naturellement. Ok. Voilà, si j'étais triste, je pleurais pas. Par contre, si je me mets à marcher dehors au bord du canal avec du Radiohead dans les oreilles, je chiale. Ah ouais. Ouais. Bon, c'est Radiohead aussi. Bon, c'est Radiohead. Donc, en fait, voilà, ça a été un... Pourquoi? Parce que ça fait vraiment appel à des vibrations, ça fait vraiment appel à quelque chose d'invisible. Et c'est ça, en fait, qui me passionne. Ce côté-là un peu indicible, quoi, tu vois, de la musique. Oui. Euh, C'est pas physique. Bah, ça l'est, parce que a priori, les physiciens te diront que la musique, c'est totalement physique, Ok. pour le coup. Mais justement, c'est pas physique et c'est surtout pas mental, en fait. Ouais, c'est Surtout. émotionnel. Ouais, il y a quelque chose d'émotionnel. Donc, c'est pour ça que je suis en train de glisser tout doucement. Je sais pas si je ferai encore beaucoup de projets, mais en tout cas, la pratique en tant que telle me fait du bien. Tu vois, je continue à faire des petits morceaux de temps en temps. Ouais. Là, je suis encore sur un autre projet de BO, etc. Donc, ça me fait plaisir. Mais c'est pas ma raison de vivre. Ouais. C'est ça la différence. Ouais, c'est intéressant. Euh, Ça l'était avant. Ça l'était avant. C'est-à-dire qu'en fait, mon ego s'était tellement identifié à l'artiste que qu'est-ce qui se passe, qui je suis si je suis plus artiste. Ok. Et découvrir qu'il y avait encore quelque chose en dessous, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le moment où j'ai lâché ce truc-là. Bah ça a enlevé un voile. C'est-à-dire que du coup, je me suis dit ah bah tiens, moi en fait, je suis vachement plus que ça. Et donc du coup, il y a une tranquillité qui s'est installée et du fait d'être tranquille, j'étais plus dans un stress d'avoir des projets et donc du coup, ben j'ai eu plein de projets. Ouais. C'est ouais. bizarre. Hein. Ça Ouais. devait être un peu vertigineux aussi d'enlever le. Ah bah Voilà. c'est la mort de soi, hein, vraiment. Enfin la mort à soi-même, c'est vraiment ça. Et je crois que c'est nécessaire en fait de commencer à retirer les couches petit à petit pour voir que finalement il y a quand même un truc en dessous qui est plus grand que ce qu'on croit et ce qu'on appelle notre identité en fait Ouais. quoi. Bah oui, c'est comme tout dans la nature. Ouais. Il faut que la graine meure en terre pour qu'un arbre ou une plante naisse. Ouais, exactement. On a besoin de passer par l'hiver pour C'est revenir ça, au les 4 printemps. saisons, ouais, exactement. Et il y a beaucoup de gens qui refusent ça finalement. Si tu veux, il y a un bug dans le développement personnel qui est l'invitation à refuser la vie. On te dit, bah non, mais l'été c'est cool, sois la meilleure version d'été que tu peux. Tu vois. Oui, on peut Alors pas qu'en toujours fait, être en été, quoi. tu vois, l'hiver, putain, c'est trop bien, tu sors pas, tu hibernes, Ouais, c'est ça. tu fais pas grand chose. Moi, c'est une des périodes où je travaille le moins. Ouais. Bon, bah voilà, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, c'est une conversation, c'est très cool, c'est très très bien. Bon, comme je disais, mon cerveau va à 1000 à l'heure là, mais T'en avais 2. On a répondu à la ouais, deuxième mais qui j'aimerais était bien y de revenir plus tard de toute façon. Ok, ça va Là, j'ai revenir bien aimé naturellement. Est-ce que tu pourrais parler de l'ego? Alors l'ego, tu vois, c'est un Ouais. sujet que je connais pas très bien, mais qui m'intéresse de plus en plus et où je découvre en partie des points communs dans l'histoire que tu as racontée. Ouais. Et puis on en a déjà parlé, toi et moi, Ouais. par le passé. Et justement, un peu moi, pour ma part, c'est peut-être cette identification Ouais. au fait que je sais dessiner depuis que je suis petit. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast qui se retrouvent là-dedans aussi. On a une sorte d'attrait pour les arts créatifs et puis majoritairement les arts visuels sur ce podcast. Mais au final, moi je sais que ce qui m'intéresse le plus, on en a déjà parlé, c'est un peu les sujets existentiels, quoi. Ouais. C'est un peu la transcendance. C'est ces grandes questions. Et j'aime bien les traiter à travers mon travail visuel, ce que toi tu faisais peut-être avec la musique. Ouais. Et aujourd'hui, je me rends compte que, certes, j'aime l'illustration. Je suis passionné de ça, c'est vrai. Mais derrière l'illustration, je suis surtout
passionné par la créativité. Et derrière la créativité, je suis intéressé par ce que moi j'appelle la transcendance. Et il s'avère que je trouve que la créativité est un outil fantastique, mais il n'est pas relayé juste pour les créatifs ou les artistes. Je veux dire, tout le monde peut être créatif. Enfin, moi, c'est ma perception des choses. Il y a parfois des gens qui me disent oui, je suis pas créatif. Non, mais en fait, on peut tous l'être. C'est un peu bref. Et et je me rends compte que quelque part, pour accéder à ces couches plus profondes de l'oignon dont on parlait tout à l'heure, qui est ces questions existentielles, la transcendance, etc., j'ai dû faire face un peu à des fausses identifications, des fausses projections de moi. Et du coup, l'ego, ces derniers mois, ce sujet a fait surface. Je peux même pas dire qu'il a refait surface parce que c'est un concept que je découvre. Je sais que c'est un sujet que tu abordes aussi en atelier, etc. Et je sais que souvent aussi, quand on parle des artistes, gros guillemets, on est genre ah oui, il a un problème d'ego, il a un ego surdimensionné. Et souvent l'ego, il a cette, dans ma compréhension des choses, dans ce que j'ai entendu de manière populaire, on l'assimile à quelque chose d'un peu négatif, alors que je crois que quelque part l'ego, il peut être équilibré. L'ego, on en a besoin pour vivre, pour exister. Du coup, avec tout ça, est-ce que tu peux adresser ce sujet, tu vois, parce que je pense que quand on est artiste ou créatif ou intéressé que ce soit pour l'expression de soi ou que ce soit pour servir son audience, comme on disait, quelque part, on y met du sien et on peut pas y mettre du sien si on ignore complètement notre ego. Et notre ego aussi, c'est important de le voir sous un bon jour. Quelque part, il faut faire la boucle pour faire un arc narratif, là. Aller à la rencontre du mauvais dans notre ego pour en fait ressortir de l'autre côté, du côté lumineux, pour en fait utiliser le bon et le mauvais d'ailleurs. Bref, voilà, vas-y, allez, je te renvoie la balle. Sur l'ego, c'est un gros sujet. C'est marrant parce que c'est vrai que beaucoup de gens utilisent ce terme et finalement il y a très peu de gens qui connaissent le concept ou en tout cas qui l'ont exploré, parce qu'au-delà de savoir ce que c'est, après il faut l'explorer. C'est important de vivre ça. L'ego, c'est l'image de soi. C'est comme si je te disais l'ego, en fait, c'est ta bagnole. Donc si t'as un gros ego, c'est que t'as une grosse bagnole. Donc évidemment, t'as une grosse bagnole, donc c'est ton véhicule, c'est ce qui te sert à te déplacer. C'est pour ça que l'ego, il est indispensable, puisque c'est aussi ton corps. L'ego, c'est la somme de tout ce à quoi tu es identifié. Ou que on s'est identifié. À quoi tu t'identifies. Si tu t'identifies à ton corps, je sais pas, par exemple, je suis un mec musclé et donc du coup je m'identifie à mon corps parce qu'il est musclé, parce qu'il est beau, etc. En fait, l'ego te donne tout de suite l'illusion que tu es ça. Je suis mon corps. Donc si je n'ai plus mon corps musclé, beau, etc., machin, je meurs. Et donc, en fait, l'ego, c'est toutes les identifications, tous les endroits dans lesquels finalement il y a, de manière inconsciente, cette croyance. Tu vois, cette illusion que je suis ça. Donc il s'approprie le verbe être, en fait, l'ego. L'ego, c'est indispensable parce que c'est aussi notre véhicule pour se déplacer, comme notre corps, comme ma bagnole, etc. Mais si c'est l'ego qui conduit, dans ces cas-là, c'est ton GPS qui conduit tout seul et en fait, il t'amène là où il a envie de t'amener. Sauf que toi, t'avais peut-être pas envie d'aller à Marseille, tu vois. Alors que, voilà. Donc en fait, l'intérêt de connaître les mécanismes de l'ego, de le traverser et de le déconstruire, c'est de retrouver son libre arbitre. C'est juste ça, en fait. Ça sert juste à être libre. Donc, sachant que l'ego, en fait, il est très perspicace et très fin, puisqu'il peut s'approprier tout. C'est-à-dire que du coup, par exemple, t'as l'ego artistique, effectivement. Tu peux avoir l'ego spirituel. Donc, qu'on voit beaucoup, par exemple, les moines bouddhistes sont pris par leur ego spirituel. C'est-à-dire qu'ils sont identifiés à leur rite, à leur tenue, à leur coupe de cheveux, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme c'est l'image de soi, ça veut dire que l'ego, c'est ce qui permet de se reconnaître. Donc, il est indispensable jusqu'à un certain point de ma vie, environ la trentaine, je dirais 28.
C'est ouf parce que moi c'était à 28. Bah ouais, c'est Bon, ça. bref. C'est ouf, faut qu'on en parle après. Il est indispensable jusqu'à à peu près 28. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui te permet de te construire. C'est un tuteur pour une plante sur lequel tu t'appuies pour te construire. Ouais, c'est des repères clairs. C'est ça. Et donc il est indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui te permet de t'individuer et de te différencier par rapport aux 8 milliards d'individus sur cette planète. Pourquoi ? Parce que au départ, le nouveau-né, lui, il est en pleine toute puissance, donc il a pas de... Lui, il est tout. Il croit qu'il est tout. Donc, il croit qu'il est dans le ventre de sa mère, il croit qu'il est sa mère. Il sort de la maman, il croit qu'il est maman. Après, il comprend qu'il y a une relation duel et qu'il comprend qu'il n'est pas ni sa maman, ni la table, ni la chaise, ni le biberon. Et donc là, il y a une relation de dualité. Donc, on passe du 1 au 2. Ouais. Et ensuite, il comprend qu'il y a papa, ou maman, et papa, enfin, peu importe les types de couples. Ouais. Et donc là, il rentre dans une relation triangulaire. Et apparaît enfin le 3. Ok. C'est comme ça que ça se développe. Et donc en fait, à partir du moment où il comprend qu'il est pas tout, bah il va chercher à savoir ce qu'il est. Bien sûr. Et donc à partir de ce moment-là, nous allons nous développer en cherchant en permanence à devenir quelqu'un. C'est ça. Pour se différencier de je ne suis pas Jérémy, je ne suis pas ma mère et je ne suis pas à la table. Voilà. Ouais. Jusqu'au moment où toutes ces définitions deviennent des limites, puisque forcément si je suis pas à la table, il va falloir que je dise ce que je suis. Donc je suis un homme, je suis hétérosexuel, je suis asiatique, je suis thérapeute, je suis. Ça c'est intéressant pour se développer, pour se présenter à quelqu'un et se dire qu'on n'est pas les mêmes. Bien sûr. Ou qu'on est les mêmes et qu'on se dit ah toi aussi t'es thérapeute, super, je me reconnais. Ouais, c'est voilà. Ça. Miroir. Mais au bout d'un moment, 28 ans à peu près, donc la crise de la trentaine, crise identitaire, il y a ce moment-là où putain mais j'en ai marre de me définir par ça, parce qu'en fait, je suis pas ça, en fait, je suis pas que ça. Ah, je suis pas que ça. Je suis pas que ça, Totalement, quoi. ouais. Tu vois? Et donc, en fait, ce qui était de l'ordre de la ressource ou du point d'appui pendant 28-30 ans devient les barreaux d'une prison. Totalement. Voilà. Ok, continue. Okay. Et donc, la crise égotique, elle arrive à peu près à ce moment-là, parce que c'est le moment où le corps et les cellules, le cerveau ont compris, ont intégré, en fait, toutes les identifications, quoi. Tu veux. Le problème, c'est qu'on peut s'identifier à des choses qui ont une forme, mais on peut aussi s'identifier à des choses qui n'ont pas de forme, c'est-à-dire nos blessures, notre histoire. Moi, mon père est parti, mon père génétique est parti avant que je naisse. Je me suis construit comme un enfant qui a été abandonné. D'accord. Ok. Parce que du coup, ça me donnait une identité. Oui. Tu vois. Aujourd'hui, je suis plus abandonné. Ouais. Parce que tu as fait un travail sur toi. Bah oui, parce que je l'ai traversé, parce que encore une fois, j'ai traversé, déconstruit l'ego, qui est cette mort à soi-même, en fait. Hein. Une fois qu'il n'y a plus rien, il reste... Il n'y a plus qu'à reconstruire. Il n'y a plus qu'à reconstruire. Donc ça, je l'ai fait une bonne dizaine de fois. Donc, et puis je le refais régulièrement. Enfin, c'est un peu comme un, c'est un gros check-up, quoi. Tu vois. Enfin, ouais. C'est ça. Et donc du coup, de voir ce à quoi je suis identifié. Est-ce que je suis identifié à ma blessure d'abandon? Est-ce que je suis identifié au fait que j'ai été abusé? Est-ce que je suis identifié au fait que ma famille c'est une famille d'artistes? Est-ce que je suis identifié à mon nom de famille? Nous, chez les Follets, on machin. Est-ce que je suis identifié à ma culture, à mon intelligence? Et ça, tu le sais très vite parce qu'en fait, à chaque fois qu'on te tacle dessus, ça pique. Ouais. À chaque fois qu'on te dit qu'on remet en question éventuellement ton art, ton intelligence, tes origines, ton corps, ta famille, ton statut social, enfin tout ce qui peut être ta bagnole. Ta bagnole, pas ouf, hein. Ah bah si, ma bagnole elle est géniale, etc. Chaque fois que tu vas sentir que ça pique, en fait, c'est l'ego qui te dit attention, on est en train d'appuyer sur un bout de la forteresse, quoi. Tu vois. Donc c'est assez facile de s'en rendre compte, en fait. Si on écoute. Si on écoute, voilà. Si on écoute, c'est assez facile de se rendre compte là où je suis identifié. Parce qu'en général, là où je suis identifié, les zones les plus fortes, c'est là où ça fait le plus mal. Et c'est en ça que c'est intéressant de traverser sa souffrance. Parce qu'en fait, la souffrance n'est que égotique. Ok. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, une fois que t'es désidentifié, tu souffres plus. C'est ça. Mais pour ne plus souffrir, faut souffrir. Et traverser son ego et le déconstruire et se dire que là voilà le moment où moi j'ai lâché l'artiste parce que je me définissais par ça,
parce que dans mon histoire de famille, c'était comme ça qu'on existait, parce que ça faisait bien, parce que c'était à un moment donné où à 14 ans, j'arrive au lycée, je suis avec mes potes mecs, eux se développent physiquement, ils ont de la barbe, ils font du sport, ils draguent des nanas. Moi, je sens que je suis efféminé, que je suis tout fin, que j'ai pas le même physique, que j'ai pas de barbe et que j'aime pas le foot. Et je me dis, ok, comment je fais pour être un homme à 14 ans quand j'arrive au lycée? Comment je fais pour exister? Ah bah tiens, c'est marrant, mais ça intéresse un peu plus quand je suis quand je sors du lot, quand je suis original, quand je fais un peu de musique, quand je fais du roller au lieu de faire du skate, alors que c'était déjà une communauté, tu vois. Donc je suis dans la niche de la niche. Ouais. Voilà, quand j'ai une façon de penser qui est différente, quand j'écoute du jazz, du jazz compliqué, alors que tout le monde écoute du hard rock ou du reggae ou du rap, etc. Ouais. Voilà. Et en fait, bah, comme j'ai échoué à être qui j'étais à ce moment-là, Qui tu étais c'est-à-dire à échouer à exprimer qui je suis simplement, c'est-à-dire que du coup, comme j'arrive dans une communauté à un moment de ma vie où les hommes se développent, mes potes mecs se développent et où moi je vois bien que je suis pas ça. Oui. Ben j'échoue à être naturellement qui je suis. Je me dis merde, je me compare. Tu vois, je vois bien que à ce moment-là, j'ai pas les mêmes attraits, etc. Quoi, tu vois. Donc je commence à devoir m'identifier et à devoir du coup me définir pour pouvoir exister. Vu que je suis pas ça, faut bien que je me dise qui je suis. Et donc du coup, bah voilà, je fixe en moi qu'il faut que je sois original dans ma vie pour être quelqu'un et pour exister. Parce que vu que je suis pas viril, bah faut que je sois original. Ouais. Et donc évidemment 14 ans c'est l'âge de la puberté. Donc si en plus de ça moi ça se fixe au moment de l'âge de la puberté, ça veut dire que dans tous mes rapports liés à la puberté, liés à la sexualité, liés aux femmes, liés au physique, et ben ça va se retrouver. Donc va falloir que je fasse l'amour différemment, va falloir que je parle de sexe différemment, va falloir que je drague différemment. Ouais. Il faut que je sois original partout parce que au moment de la puberté, j'ai dû être original pour survivre au fait de pas être comme les autres. Mais tout le monde ressent ça, hein. Après, chacun se construit différemment. Probablement que eux, même s'ils se construisaient, mes 3-4 potes qui se construisaient en faisant du foot, en étant, commençaient à être baraques, commençaient à être poilus, commençaient à être un peu dragueurs, etc. Probablement qu'eux, ils ont vécu la même crise, mais ça s'est défini différemment, tu vois. C'est juste que moi, du coup, il y a eu un clivage, si tu veux, entre cette communauté et moi. Et c'est comme ça que ça se construit. Donc, en plus, si ça se construit à des moments charnières de développement et d'évolution intérieure de la psyché, bien sûr que si au moment de la puberté, ben il faut que je sois viril, et ben dans tous les moments qui vont être liés dans tous les endroits plus tard adultes qui vont être liés à la puberté, à la sexualité, au rapport au corps, etc., au rapport au désir, à la libido et tout, va falloir que je sois viril, va falloir que je sois dominant, va falloir que je prouve. Moi, j'ai pas besoin de prouver, j'ai besoin d'être original. Ouais. Et donc différent. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que en fait, le parallèle entre les moments charnières de notre évolution de la psyché ou de notre sexualité et le parallèle avec ce que nous allons fixer de nous à ces moments clés, donc ce à quoi je vais m'identifier au moment où ça se passe, bah après ça a des répercussions. Ça a des répercussions une fois adulte. Et c'est pour ça qu'il y a une crise de la trentaine, c'est parce qu'on se dit à un moment donné, mais attends. Ça fonctionne. Il y en a, ouais, ça marche plus. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est ça l'ego. Mais du coup, jusqu'à 30 ans, il est utile, voire indispensable. Et il y a un moment donné où il t'empêche de jouer avec qui tu es. Il t'empêche d'exprimer toutes tes facettes. Il t'empêche d'être libre, en fait. Parce que si tu t'en rends pas compte, ben, tu continues à vivre le personnage du mec qui doit être original quand il couche avec quelqu'un, ou quand il crée, ou quand il travaille, etc. Tu vois. Alors que si t'es libre, tu peux te dire, ah bah tiens, ce soir, avec ma femme, je vais pas du tout être original, tiens, je vais être viril, parce que ça fait longtemps que j'ai pas contacté cette facette de moi. Ouais. Et c'est ça, le processus d'individuation, c'est réintégrer toutes les parts de soi. Sachant qu'à la base, on est tout puisqu'on est rien. Oui. Waouh. J'ai résumé l'ego, mais... Ouais. C'est drôle parce qu'en t'écoutant, j'ai l'impression de revivre un peu mes années collège. c'est ingrat, hein. Ouais, alors moi j'ai pas aimé le collège. Ouais, non plus. Et je me retrouve en partie dans certaines... Le besoin d'être original, de me différencier. Moi, je suis pas sportif, mais je sais dessiner, ou je suis un peu artiste, ou s'il y a de l'expression orale, ou toutes ces choses-là, je me suis construit là-dessus. Et c'est drôle, je pensais pas du tout aller sur ce terrain. Mais tu vois, finalement, moi c'est pareil. Il y a à 27-28 ans, j'ai arrêté de fumer et j'ai commencé à faire de la boxe. Et c'est un des premiers sports qui m'a donné envie de faire du sport.
Et j'ai commencé, j'en faisais 4 fois par semaine, toutes les semaines, voilà, et à fond, parce qu'en plus de ça, c'était mieux pour ma santé, parce que du coup, j'ai arrêté de fumer. Bon, de temps en temps, je refume, parce que du coup, je me suis dit, t'es identifié au mec qui fume plus. Ouais, c'est ça, tu choisis. Tiens, si ce soir, j'ai envie de me fumer une clope. C'est ça. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai pu recontacter. À ce moment-là, comme j'étais dans la boxe, le sport et tout ça, c'est un sport qui est très physique. J'ai pris un peu de carrure. J'étais un peu plus dans la confrontation avec d'autres hommes parce que faut donner et recevoir, hein, la boxe, c'est aussi ça. Sûr, ouais. Il faut se prendre des coups, mais il faut aussi être capable d'en donner. Et en fait, j'ai recontacté le truc que j'avais oublié quand j'avais 14 ans. C'est ça, le côté viril. Ouais, en tout cas, le masculin dans dans cet archétype-là. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, il n'y a pas que le travail sur soi qui aide. C'est ça que je veux dire. Vas-y, continue. C'est que, en fait, moi, ce qui m'a aidé, là, c'était d'aller contacter directement une facette que j'avais mis de côté depuis très longtemps en faisant ce que j'avais jamais fait, c'est-à-dire du sport avec d'autres hommes en confrontation. Ah oui. C'est pas parce que tu t'y es pas identifié par le passé ou tu t'étais dit, moi, je suis pas sportif, moi, je suis pas ceci, je suis pas cela. Ouais. Que, à 28 ans. Ouais. Tu peux pas. Si, en fait, tu peux si tu veux, quoi. J'ai lâché ce truc, ouais. Oui, c'est pour ça que tu dis que tu es mort à toi-même et oui. que tu as vécu une renaissance au moins 10 fois. Ouais. Quelque part, c'est... Les amis proches qui me connaissent depuis longtemps, je pense qu'ils ont vu 50 versions de moi, quoi. Vraiment. Ça va faire Ouais. Et les gens à qui je parle de moi quand j'étais plus jeune, qui me connaissent aujourd'hui, me croient pas. Ils me croient pas parce que c'était tellement différent. J'étais tellement enragé. J'étais tellement à vouloir vraiment exprimer de la toute puissance et de la domination et de la mais malgré moi en plus, hein, parce que je le faisais pas exprès, quoi, tu vois. Mais je vois bien qu'à l'époque c'était ça. Et j'ai plein d'amis aujourd'hui que j'ai d'enfance d'il y a très longtemps qui me disent, mais tu sais que je te détestais quand on était à l'école avant, parce que t'étais pas sympa en fait. Et on s'est retrouvés et ça va mieux, mais ça a évolué. Mais c'est pour dire qu'en fait c'est un vrai parcours du combattant quelque part, quoi, tu vois. Et ça fait peur d'aller dans sa caverne. Ouais. Et je sais que toi tu veux accompagner les gens à vivre plus en autonomie, en authenticité, en développant leur intelligence émotionnelle. Ça rend libre. Enfin, du moins, moi, j'ai entrepris ce voyage aussi et je me sens plus libre que jamais. Et pourtant, je sais que j'ai encore des couches, mais je pense que c'est l'histoire d'une vie. Mais évidemment, tu vas, entre guillemets, prêcher pour ta paroisse parce que t'es thérapeute, mais ça fait peur d'entreprendre ce voyage, en fait. Ouais. Et pourquoi est-ce que toi, tu dirais que tout un chacun, mais aussi peut-être plus spécifiquement pour les artistes, les créatifs, c'est important d'entreprendre ce voyage et de peut-être pas le mettre de côté trop longtemps, quoi. Ce voyage, il se fait malgré eux. La souffrance, c'est quand tu n'acceptes pas que tu es en train de faire le voyage, en fait. Ah oui. Le voyage, c'est la vie, quoi. Donc, à un moment donné, l'aventure, elle démarre au moment du plus grand traumatisme de toute notre vie, qui est la naissance. Faut pas oublier que le premier truc qu'on vit, c'est de la souffrance, quoi. Qu'on vit à l'extérieur, je veux dire. Évidemment, dedans, ça se passe autrement, mais ça reste le plus, même en termes d'analyse, en termes de statistiquement, enfin pas statistiquement, mais c'est considéré de manière médicale, pour la santé mentale, c'est considéré comme un des plus grands traumatismes de la vie. Déjà parce qu'on n'est pas armé quand on arrive. Si ça nous arrivait aujourd'hui, peut-être que ça serait pas le plus grand traumatisme, mais on arrive, on sait que dalle à rien, on parle pas, on n'a aucun moyen de communiquer, on est totalement dépendant de l'extérieur, on est vulnérable à 100%. Et pourtant, c'est au moment où on a été le plus vulnérable qu'on a le plus qu'on a traversé la plus grande souffrance, quoi. Et c'est comme si on devait, tu vois, refuser ce chemin. En fait, je suis même pas sûr qu'on ait le choix. Oui. Qu'on le veuille ou non, de toute façon. Il est en train de se faire, quoi, tu vois. Et du coup, quand on dit les grandes phrases type go with the flow, etc., pour moi, c'est ça, c'est nager, arrêter de nager à contresens, c'est ça, en fait. Il y a un endroit où je pense que c'est important pour l'humilité de l'être humain d'admettre que la puissance de la nature est plus forte que nous.
quand bien même la vie nous traverse, la vie n'est pas extérieure à nous. Donc, à la fois cette puissance, elle est monumentale, et en même temps, nous faisons partie de cette puissance, quoi. Donc, et en fait, de vouloir s'extraire comme ça du parcours, du chemin de vie et de la vie, c'est illusoire, en fait. Tu peux te dire que t'es pas dedans, ou que t'as pas envie de le faire, mais t'es quand même en train de le faire quand t'es en train de te dire ça. Donc, tu disais prêcher pour ta paroisse. Moi, je suis pas pour, je suis ni pour ni contre faire de la thérapie. C'est-à-dire que si j'ai une écoute assez affinée de la vie, je suis en thérapie en permanence, en fait, au final, quoi. C'est-à-dire que j'apprends à travers tout ce que m'envoie de l'extérieur, quoi. La thérapie, c'est un microcosme où on va refaire la vie. C'est-à-dire que tu vas être en face de ton miroir qui va te renvoyer des choses. Mais en fait, dehors, les autres, le monde, la pluie, la merde de chien par terre, le boulanger, peu importe, te renvoie en permanence, ça. Donc après, tu l'écoutes ou pas, et t'en fais quelque chose ou pas. Les synchronicités, c'est ça, hein, c'est qu'est-ce que je donne comme sens à ce qui est en train de m'arriver. Oui. Pour telle personne, il se passera rien. Pour une autre, c'est ah putain, mais attends, mais c'est ouf quand même ce parallèle, tu vois, entre ça et ça. Donc en fait, je crois que si on parlait de sagesse, ce serait un peu ça. La sagesse, ce serait d'être complètement intégré à cette espèce d'aventure qu'est la vie, jusqu'au point où j'ai plus besoin d'analyser, en fait, tu vois. Ouais. Jusqu'au point où je suis redevenu inconscient, quelque part. Ouais. Tu fais un avec tout ça. Ouais. En fait, je me pose même pas la question. Mais tu es. Bah ouais. Et mais tu te définis plus par tous ces artifices non. Et tout. Tu es juste. Ouais, c'est ça. Après, c'est marrant, tu vois. Là, ça fait 2 fois qu'on me demande d'intervenir dans des conférences sur l'amour de soi. Mais moi, je suis emmerdé à chaque fois. Je dis, mais je me suis jamais posé la question de l'amour de soi, tu vois, en tant que cette phrase-là. Ce qui m'intéresse, moi, effectivement, c'est la curiosité d'aller voir comment fonctionne l'être humain, quels sont les mécanismes relationnels, etc. Mais je crois qu'il y a des questions où plus on se les pose et moins on est dans le 1, en fait. Oui, tu vois, il y a le discernement qui est... Donc c'est les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, si on devait définir le retour du héros, c'est au moment où il redevient inconscient. Et où inconsciemment, il est compétent à transmettre. Ouais. Tu vois, tu connais ces 4 stades d'apprentissage. Le premier stade, c'est inconsciemment incompétent. Donc tu sais pas que tu sais pas. Okay, ouais. Deuxième stade, c'est consciemment incompétent. Là, tu es en train de capter que tu sais pas. Ok. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de te le dire, ou je sais pas, tu te rends compte que tu sais pas faire. Troisième stade de l'apprentissage, c'est consciemment compétent. Tu as appris à faire. Et le dernier stade, ou l'avant-dernier stade, le 4e, c'est inconsciemment compétent. T'as oublié que tu sais. Est-ce que c'est comme la seconde naïveté ? Ouais, il y a un peu ce truc-là. Et le 5e stade, c'est vraiment quand tu maîtrises à tel point que tu peux le transmettre. Tu peux apprendre à l'autre. Ah oui. Voilà. C'est des sacrés cycles. Tu vois ? Et donc, en fait, je crois que le inconsciemment compétent, c'est un peu ça le retour du héros, quoi. C'est... t'as oublié que tu savais vivre, en fait, quoi. Enfin... tu vois, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Tu nais, t'es inconsciemment incompétent, donc c'est-à-dire que tu sais même pas que tu sais rien faire dans la vie parce que tu sais pas parler, tu t'es complètement dépendant de l'autre, t'as besoin de papa et maman, etc. T'apprends à vivre, on t'apprend des choses, il y a des injonctions, il y a l'école, et t'apprends à marcher, t'apprends à parler, etc., etc. Donc là, tu te rends compte qu'en fait, tu sais plus, tu comprends que tu sais pas parler, tu comprends que t'arrives pas à t'exprimer, tu comprends que t'arrives pas à marcher alors que d'autres marchent. Ouais. Tu vois? Là, t'es dans le 2e stade. Le 3e stade, du coup, t'apprends. Et donc, tu commences à marcher, tu commences à parler, tu commences à évoluer, tu vis ta vie, quoi. Là, t'es donc le 3e stade de consciemment compétent. Et à la fin, c'est un peu comme comme quand t'apprends à conduire, quoi. Tu réfléchis plus à regarder ton angle mort, machin, ou comme on marche, on n'apprend plus à marcher, quoi. Tu vois, à chaque fois qu'on marche. Ouais, c'est joliment dit, ça. Tu vois, ça devient naturel. C'est ça. Et je trouve que retrouver ce naturel, quelque part, c'est redevenir inconscient de ça. Et donc, pour faire une boucle avec les peurs, par exemple, il est rare qu'on n'a pas conscience qu'on a peur. Mm-hmm. On a peur, on le sait. Oui. Et j'imagine qu'en passant à travers tous ces cycles, c'est arriver à en fait incorporer
nos peurs. Moi, j'aime bien utiliser cette image qui dit que mes peurs font partie du voyage. Quand ma peur, c'est la résilience, j'imagine, mais quand je vois une peur qui apparaît chez moi, je me dis, ok, bah écoute, tu peux aller sur la banquette arrière de la voiture, partie du voyage, je sais que tu es là. Je t'ignore pas, je dis pas que tu n'existes pas, je sais que tu es là, mais tu prends pas le volant. Et j'imagine que, je t'entendais dire ça dans une vidéo, c'était avec le youtubeur, là, j'ai oublié son... Ah oui, avec Ben. Voilà, et il te demandait comment vaincre sa peur, et tu disais qu'en fait, au final, le but, c'est pas de vaincre ses peurs, c'est presque justement d'essayer d'essayer de les vaincre, et d'accepter justement qu'elles font partie de notre vie, et de les regarder dans les yeux en se disant, ok, j'ai peur, d'accord. Et j'imagine que du coup, on la nourrit pas. On l'ignore pas, mais on la nourrit pas. Et du coup, elle reste à sa place. On la nuit pas et ça crée pas du coup des névroses et des maladies ou des je sais pas quoi. Et ouais, voilà. Ben, c'est intéressant cette idée de nourrir ou pas. C'est il y a un concept assez simple qui est que l'énergie suit la pensée. L'énergie suit la pensée, ça veut simplement dire que là où je regarde, là où je mets de l'énergie, bah je le nourris. Donc effectivement, plus je résiste à mes peurs, plus j'essaie de les combattre, plus je leur donne de l'énergie. Du coup, plus le dragon, plus le monstre devient costaud, quoi. Tu vois. Alors qu'une peur, au départ, c'est même pas une émotion, c'est un réflexe de survie. Alors, soit c'est un réflexe de survie qui est physique, dans ce cas-là, c'est parce que t'es en danger vraiment réel, physique, quoi. Soit c'est l'ego qui a peur de mourir. Et il se dit, oh là là, si je monte sur scène et que c'est pas parfait et que je fais une mauvaise prestation, pour qui je vais passer, que je vais être ridicule, parce que je suis identifié à, je sais pas moi, au personnage qui doit faire des bons talks ou à quelqu'un qui doit, avoir une apparence irréprochable ou quelqu'un qui est intelligent et donc du coup s'il dit une connerie, ben ça veut dire qu'il est pas intelligent, tu vois. Donc il y a soit la mort physique, soit la mort égotique, quoi. Tout ce à quoi je suis identifié. Et donc en fait, la peur, c'est même pas une émotion, c'est-à-dire que c'est un message qui dit attention, là il y a un danger. L'idée, c'est quand tu reconnais ta peur, bah du coup, au lieu de qu'elle frappe à ta porte toutes les 14 secondes, tu ouvres la porte, tu dis ok, merci pour votre visite, je vous ai vu, à bientôt. Voilà. Et hop, tu fermes. Mais la peur, après, elle se casse, quoi. Tu vois, elle va ailleurs, quoi. Elle se transforme même. Elle se transforme peut-être même en colère ou, tu vois, tu vas avoir de l'énergie, un peu plus de feu pour te dresser et te mettre en mouvement. C'est pas vraiment une émotion au départ. C'est un espèce de signal d'alerte, quoi. Tu vois, t'as l'alarme à la maison et ça sonne parce que voilà, le chien est passé ou parce que j'en sais rien, tu vois, il y a un truc qui a bougé dans la maison, mais ça veut pas forcément dire qu'il y avait un danger ou qu'il y avait une menace réelle, quoi, tu vois. Oui, non. Et tu vois, du coup, tu dis ah, il y a l'alarme. Ouais. Ok. Et donc du coup, tu descends, tu fais le code et tu l'éteins. Oui, tout simplement. Ouais. Mais là, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils restent dans le lit, ils disent putain, l'alarme, elle sonne encore, bordel. Ça fait 4 heures qu'elle sonne. Mais c'est pas possible, tu vois. Ah oui, que faire quelque chose par rapport à ça, ce serait justement travailler dessus, ou essayer de reconnaître. Reconnaître. Tu reconnais, ah, l'alarme, elle sonne. Ok, ben, je vais l'éteindre. Ah oui. Tu vois? Ouais. Alors que si tu restes dans ton pieu et te dire pendant 4 heures, t'es en insomnie, tu dis putain, j'arrive pas à dormir, ça fait 4 heures que l'alarme sonne. Ça fait 4 heures que l'alarme sonne. Et que tu finalement, quelque part, ne reconnais pas le signal, quoi, si tu veux, et que t'en fais rien. Parce que le signal, il est fait pour te mettre en mouvement. Il est pas fait pour juste te faire chier. Le mouvement, c'est soit dans une situation de danger, c'est soit l'attaque, soit la défense, soit l'inertie, soit la fuite, quoi. Tu vois, l'évitement ou la fuite. Donc si tu te mets pas en mouvement alors que l'alarme sonne, bah, elle continue à sonner. Et puis toi, tu continues à râler et à te plaindre, du coup. Et du coup, il vaut mieux l'écouter. Alors que si elle sonne, c'est pour te mettre en mouvement, c'est pour dire attention, il y a un danger peut-être. Tu vas vérifier, tu allumes la lumière, tu descends. Ah non, c'était juste le chat qui est passé, j'éteins l'alarme et je me recouche. J'ai reconnu l'alarme, j'ai reconnu le signal d'alerte. Je me suis mis en mouvement parce que c'est le but de l'alarme, c'est le but de cette alerte. Je suis descendu, j'ai vérifié. Ah non, ok, ça va en fait. Ok, je remonte. J'écoutais un podcast dernièrement qui traitait justement de la question de la peur aussi. Ouais. C'est en anglais. Merde, il y en a d'autres. Ouais, c'était pas leur focus, mais
Et il disait que les 4 lettres pour fear, c'était false evidence appearing real. Ouais. Fausse preuve apparaissant pour vrai. Et je trouve que c'est tellement parlant, tellement réel, c'est-à-dire c'est comme si c'était des projections de l'esprit, et que ça nous tétanise totalement, et que quelque part, au final, pour la plupart du temps, ça nous handicape alors que c'est juste une projection de l'esprit. Et c'est très humain au final, quoi. C'est une projection, c'est un film. C'est vraiment un film, quoi. La peur, c'est la projection d'un événement passé projeté dans le futur. Point. Ça veut dire que quand t'as peur, t'es pas là. T'es dans ton passé, en train de le reprojeter sur un futur qui va peut-être même pas arriver d'ailleurs. Il y a une phrase de, comment il s'appelle? Je crois que c'était Montaigne, qui disait, ma vie est une suite de malheurs dont la plupart ne sont jamais arrivés. Ouais. Ah oui, je l'ai déjà entendu cette phrase. Tu vois? Ouais. C'est ça, en fait. C'est un peu vivre dans l'hypervigilance. C'est toujours, Bah ouais. Du coup, c'est vivre dans l'hypervigilance, c'est survivre. C'est ça, c'est pas vivre. Et ouais. Et est-ce que du coup, tu pourrais adresser certaines de ces projections que tu as vues un petit peu plus souvent chez les artistes, tu vois, qui sont des êtres humains comme tout le monde. Il y a peut-être, ouais, bref. Bah, globalement, je pense que tout le monde les connaît. Hein. C'est vraiment la peur de manquer de reconnaissance. Ou la peur de pas plaire. Enfin, en fait, c'est marrant parce que quelque part, les artistes, ils canalisent pour les autres, quoi. Bah, c'est-à-dire que la peur de pas plaire, la peur de pas être reconnu, la peur de pas réussir, la peur de passer pour un fou, la peur de pas être compris, qui sont typiques de la démarche artistique. Ouais. En fait, c'est les grandes peurs de tous les êtres humains, mais c'est sûr que mais eux, ils le canalisent dans leur métier, dans leur carrière, dans ce qu'ils incarnent, quoi, tu vois. Donc chez eux, c'est encore plus flagrant, puisqu'ils sont leur propre outil de travail, qui est aussi leur propre outil d'existence et de leur propre véhicule d'existence. Et en fait, du coup, le problème, c'est que tout est mélangé, quoi. C'est-à-dire que comme je suis artiste, du coup, si ça plaît pas, ben en fait, c'est moi qui plaît pas. Ouais, suridentification. Tu vois ? Ouais. Tu vois, si toi, je sais pas, t'as une commande, tu fais une illu pour une marque ou pour une boîte et que ta V1 plaît pas, tu te dis pas putain, je suis Jérémy et je suis une merde. Non, parce que c'est pas toi, c'est ce que t'as fait, en l'occurrence ta production. Ouais. Bah, le problème des carrières artistiques, souvent, c'est ça, en fait, c'est que tout est imbriqué, en fait, quoi. Pour moi, l'expression artistique, c'est vraiment un des seuls mécanismes de défense vertueux. C'est-à-dire, enfin vertueux, ils sont tous vertueux, hein. Sinon ça n'existerait pas, mais vertueux dans le sens où ça crée de la valeur à l'extérieur de la problématique, quoi. Ouais. Un mécanisme de défense comme le déni, par exemple, c'est utile, ça a sa fonction parce que ça veut dire que ça maintient un équilibre dans la psyché, mais quelque part le fait d'avoir enfoui un souvenir difficile et de vivre le déni, ça crée pas de valeur à l'extérieur, quoi. Non. Si tu veux. Non. Alors que là, en fait, il y a une sublimation, c'est-à-dire que l'artiste arrive à transmuter à travers ce mécanisme de défense une névrose, voire une pathologie, en quelque chose qui va prendre de la valeur et qui va même lui rapporter de l'argent à un moment donné. C'est pour ça qu'il y a la croyance qu'il faut souffrir pour être artiste. Qui est une fausse croyance. Qui est une fausse croyance. Mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'art si on souffre pas. Ouais, absolument, ouais. C'est Louise Bourgeois qui disait l'art est une garantie de santé mentale. Ouais. Et elle disait aussi que si on n'arrive pas à abandonner son passé, on est obligé de le recréer. Ouais, en fait, c'est ça. Comme ça. Bah oui, parce qu'en fait, au niveau de la psyché, si tu veux, par rapport à un trauma, le trauma devient un traumatisme quand il reste bloqué. Le trauma, c'est l'événement. Le traumatisme, c'est l'entretien de la souffrance liée à l'événement. Et en fait, si tu veux, le trauma ne se résout pas tant que la psyché n'a pas trouvé de représentation qui faisait sens pour la personne. Un trauma, c'est à un moment donné, il y a une douleur qui est tellement profonde, tellement forte, que la psyché n'arrive pas à se le représenter de manière logique et ça ne fait pas sens pour ton cerveau, pour ta psyché, quoi. Donc il le met de côté. Et après, il va développer un mécanisme de défense, soit le déni, soit le clivage, enfin il y en a plein, mais du coup, c'est tellement fort qu'en fait, j'arrive pas à me le représenter. C'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Tu vois. Il y a souvent ce truc-là avec les traumas. C'est pas possible. J'y crois pas. Tu vois. Et donc en fait, du coup, en absence de représentation, ça crée un traumatisme. Du coup, la souffrance perdure. C'est ça. Et on se rend compte que la résilience, donc la guérison, elle se fait au moment où la personne a
pu se représenter l'événement, faire en sorte que ça fasse sens pour elle, et du coup retraverser la douleur et la laisser voilà, s'échapper, quoi. En la recréant à travers soit c'est parce qu'elle le revit dans une œuvre, soit c'est parce qu'elle le revit dans son couple, soit c'est parce qu'elle le revit en séance parce qu'on est en train de faire un travail, un exercice de psychodrame ou de représentation dans le corps, je sais pas, de l'événement. Enfin, tu vois, l'énergie pour qu'elle soit débloquée à ce moment-là, il faut repasser par-dessus, en fait. C'est pour ça que c'est souvent douloureux, les thérapies, c'est parce qu'on repasse par-dessus les événements, en fait. Ouais, on les revit. Et donc, autant les revivre, les sublimer, les exorciser. Ouais. Et donc, du coup, l'art, effectivement, permet de sublimer ça. Ouais. Ouais. Et moi, c'est vraiment un sujet qui est important pour moi. C'est un contenant, l'art. C'est-à-dire qu'effectivement, sinon on serait mort ou fou ou en prison, tu vois. Oui, ça permet de faire une catharsis, quoi. Ouais, exactement. C'est pour ça que je dis c'est un contenant, quoi. C'est toute ma rage, je vais la mettre là-dedans, dans ce tableau. Et hop. Oui. Et tu projettes pas ta douleur sur quelqu'un d'autre. Après, si ça va bien, non. Ouais, c'est ça. Dans le pire des cas, t'es quand même, si. Dans le pire des cas, ça te protège pas, mais en tout cas, ça permet d'au moins en exprimer une couche, voire plusieurs. Donc. Et sur ton podcast, Balance ta peur, tu commences toujours en disant quand t'as peur, t'es seul, tu te sens isolé, c'est vrai. Tu vis à moitié ta vie, tu te coupes des autres, et puis tu finis en disant ta vulnérabilité est ta force. Ouais. La vulnérabilité, c'est souvent compris comme quelque chose de faible. Ouais. Pourtant, toi, tu dis que c'est ta force. Ouais. Parce que je crois qu'il y a une grosse confusion avec la fragilité, la faiblesse, tu vois. C'est comme quand on confond l'ego et l'orgueil, tu vois. L'orgueil, c'est une facette de l'ego, c'est une stratégie de l'ego. Et pour moi, la vulnérabilité, c'est justement en l'absence d'ego, quand il n'y a plus rien à protéger. Quand t'as plus rien à défendre, il n'y a plus rien à attaquer, en fait. C'est vrai. T'as déjà fait un bras de fer avec un mec qui mettait pas de force en opposition? Il se passe rien. Non. Ouais. Donc en fait, quand il n'y a plus rien à défendre, il n'y a plus rien à attaquer. Et pour moi, la vulnérabilité, elle est là. Pour moi, la vulnérabilité, c'est l'état dans lequel tu te retrouves quand tu as intégré à peu près toutes les parties de toi. Tu vois. Sinon, ça devient un endroit où t'es pas sûr, où t'as pas totalement accepté ou intégré. Donc du coup, tu vas mettre un petit rempart histoire de protéger le truc, parce que on ne protège que ce qui est faible. Oui. Tu vois, que ce qui est fragile. Et donc du coup, vu que c'est un peu fragile cet endroit-là, je vais me mettre un petit, soit un costume, soit un rempart, soit un mur, enfin peu importe, un truc de défense, quoi. Et du coup, forcément, à partir du moment où il y a un mur, moi, si je balance des trucs, il va se passer quelque chose sur le mur. Ça va le casser, ça va l'abîmer, etc. Donc il va y avoir une interaction. Alors que si je mets pas de mur parce que je suis complètement ok avec telle facette, par exemple, le boulet de canon il traverse, il passe par dessus et il se passe rien en fait. Ouais. Tu vois, donc c'est en ça que c'est une force, c'est que c'est un endroit où il y a plus de peur, et donc forcément s'il y a plus de peur, il y a plus les stratégies de l'ego qui défendent par des remparts certaines facettes, certaines identifications, certaines parts de toi sur lesquelles t'es pas encore hyper solide. Ouais. Et donc du coup, vu que c'est pas très solide, tu renforces et du coup c'est attaquable en fait, quoi. Ouais. Tu vois. Donc en fait, de vivre sans rempart, sans... Et c'est vrai que ça peut faire peur, hein. Ouais, ça peut faire très très peur de vivre sans rempart en se disant, mais attends, mais du coup, ça veut dire que j'autorise tout le monde à me faire du mal. Mais en fait, personne te fait du mal. Quand tu crois que quelqu'un te fait du mal, c'est parce qu'il appuie sur un endroit qui est déjà en faiblesse. Ah oui. Tu vois. Si par exemple, t'es hyper à l'aise avec ton physique, et qu'on te dit, t'es moche, et que ça te fait rien, peux en rire, quoi. T'es tranquille, parce que du coup, tu sais, t'es tranquille avec ça. Mais si t'es pas à l'aise avec ton physique et qu'on te dit t'es moche, là t'as mal. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Ça a à voir avec toi, tes blessures, voilà, les traumatismes, ton vécu. Tu vois. C'est pour ça que je parle beaucoup aussi je parle moins de vulnérabilité même que de responsabilité sur le compte. J'utilise énormément ce mot-là parce que il est central dans mon approche, parce que nous avons le réflexe de remettre tout à l'extérieur. De dire que c'est de la faute de l'autre, de dire que c'est grâce à l'autre, etc. Tu vois, l'autre me rend heureux ou me rend malheureux. Et en fait, c'est un réflexe de tout petit bébé, parce que c'est le seul moment où c'était vrai, c'est quand on était petit.
Ouais, après. Parce qu'on était totalement dépendants de maman et de papa, de l'extérieur, de la chaleur, de la nourriture, du renforcement du lien d'attachement, de la sécurité, etc. Là, oui. Là, oui, si tu me mets pas une couverture et que je suis un tout petit bébé et que tu me donnes pas à bouffer, je vais crever. Parce que je suis dépendant de toi. Mais le conte, il y a que des gens majeurs, adultes. Donc la responsabilité, en fait, elle est, c'est une grande clé, même s'il n'y a pas de clé parce qu'il n'y a pas de méthode, mais pour moi, c'est une ressource incroyable, la responsabilité. Parce qu'à partir du moment où j'accepte ça, j'accepte de voir qu'en fait, c'est pas l'autre, c'est moi, ben, du coup, ouais, je peux bosser, quoi. Ouais. Tu vois, je peux faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai besoin de faire. Ouais. Donc voilà. Donc en fait, mais c'est pareil, hein, c'est une des plus grandes peurs existentielles, la liberté et donc la responsabilité. Ce qui fait peur dans la liberté totale, c'est que je suis responsable de tout, du coup. C'est ça. Et ouais. Parce que du coup, le moindre truc, si je suis libre, ça veut dire que je l'ai décidé. Donc ça veut dire que si c'est un impact négatif pour moi ou pour l'environnement ou pour les autres, ça veut dire que c'est de ma faute. Absolument. Et donc la liberté m'effraie, m'angoisse, me terrifie. Je préfère pas être responsable, en fait. Donc je préfère pas être libre. Et c'est pour ça que la plupart des gens choisissent de pas être libre. Ça fait moins peur. C'est vrai. C'est vertigineux, la liberté. Ouais. Du coup, pour terminer, Ouais. Pourquoi est-ce qu'on devrait balancer notre peur? On en a parlé en long, en large, en travers, mais le mot de la fin, comme ça, Ouais. pourquoi balancer sa peur? La balancer, alors balancer, c'était marrant parce que c'est vraiment deux termes pour moi. Balancer, enfin même, ça peut même avoir trois sens. Le premier, balancer, ça veut dire balancer dans le sens d'avouer. Quand je balance quelqu'un, quand t'es une balance, c'est vraiment l'idée d'avouer, tu vois, de déclarer à quelqu'un, quoi. Donc l'idée, c'est de déclarer, donc d'exprimer, donc de reconnaître et de faire exister à travers le verbe, à travers le son, le verbe, une part de moi qui a peur de telle ou telle chose. Donc ça, c'est l'invitation du conte. Tu peux partager en message privé ta peur. Balancer, le deuxième sens, c'est balancer, c'est-à-dire, ok, à un moment donné où je peux vivre sans, tu vois, je peux, à un moment donné, le mettre de côté. Je peux te dire, bah tiens, allez, c'est bon, je m'en débarrasse, quoi, tu vois. Je m'en débarrasse pas en m'en débarrassant, je m'en débarrasse en la traversant. C'est un peu le paradoxe. Donc ça, c'est le deuxième balancer. Et puis balance ta peur, c'est aussi balancer dans le sens équilibré. Ouais. Tu vois. La reconnaître, pas la nier. Équilibré dans le sens de balance, c'est-à-dire vraiment Ah oui. Ouais, tu vois, plus j'explore ma part d'ombre, plus j'équilibre la lumière, du coup. C'est ça. C'est toujours le travail de l'alchimiste et donc des artistes. Et là, on a bouclé la boucle. Fantastique. J'aurais pas pu finir mieux. Génial. Bah écoute, Angelo, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super intéressant. J'ai de quoi réfléchir pendant des mois là. Ben merci. Et puis merci Jérémy. Au plaisir. Avec plaisir. À bientôt. C'était ma discussion avec Angelo Follet. Merci à lui pour son temps. Cette discussion était hyper intéressante à bien des égards. Étant très introspectif de nature, ce genre de concept et de partage, c'est un peu ma came. Donc encore une fois, merci Angelo d'avoir accepté de discuter avec moi. Et vous du coup? Toujours là? Je vous avais prévenu, hein. J'ai conscience qu'il s'agit d'un épisode qui pique un peu. Mais c'est un peu comme quand on a un bobo. Si on veut le soigner, il faut mettre de la pommade. Et habituellement, ça fait pas que du bien. Mais vous savez comme moi que c'est le passage obligé pour guérir. Et bien là, c'est pareil. Mais rassurez-vous, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et c'est le moment de vous proposer un peu de légèreté en cette période compliquée. Nous sommes tous confinés chez nous, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut plus communiquer les uns avec les autres. Du coup, j'aimerais vous proposer de participer à une petite expérimentation. Nous vivons chacun à notre manière cette période de confinement. Quand cet épisode sortira, cela fera un peu moins d'une semaine que nous sommes tous coincés chez nous, et nos circonstances sont toutes différentes. Avec ou sans enfants, isolé seul chez soi ou en compagnie d'autres personnes, peut-être que vous croulez sous le travail, ou peut-être pas. Dans tous les cas, je suis sûr que vous en aurez vu des vertes et des pas mûres. Moi, en tout cas, ça n'a pas toujours été folichon. Mais je suis également sûr que vous aurez su en tirer des leçons et que vous aurez trouvé divers moyens de rester créatif malgré tout. Bref, je ne doute pas une seconde de votre imagination. Alors, au lieu de garder tout ça pour vous, pourquoi ne pas le partager avec le reste des auditeurs de Sens Créatif? Du coup, voilà ce que je vous propose. Prenez le temps de réfléchir à quelque chose qui vous a fait du bien ces derniers temps. Quelle découverte avez-vous faite cette dernière semaine? Vous vous sentiez peut-être découragé, et puis vous avez trouvé une solution qui vous a grave donné la patate.
Qui sait si cela pourrait en encourager d'autres? Peut-être qu'une situation vous bloquait et vous saoulait puissance 10 000, et puis, à force de tourner et retourner ce problème dans tous les sens, bingo, vous avez trouvé le code secret. Peut-être que vous avez lu un livre ou visionné une vidéo et qu'un concept a complètement changé la donne pour vous et que désormais, vous ne voyez plus cette situation de confinement de la même manière. Peut-être que quelqu'un vous a donné un conseil et franchement, ça vous a aidé. Alors, ne le gardez plus pour vous, partagez-le. On est tous là coincés dans nos maisons et nos appartements, alors tant qu'à faire, pourquoi ne pas mettre à profit toute cette énergie? Et une fois que l'idée, ça y est, vous l'avez, voilà ce que je vous propose. À l'aide de votre téléphone par exemple, enregistrez un message. Pensez en termes d'encouragement, de conseils ou d'inspiration. Ou une blague, allez, histoire de nous faire marrer. Enregistrez un message court, disons maximum 1 minute ou 1 minute 30. N'oubliez bien sûr pas de vous présenter avec votre nom et prénom. Et puis, envoyez-moi ce bout d'audio par email à jeremy@jeremy-claes.com. Mon adresse email figure également sur mon site ou dans les notes de cet épisode. Je ne promets pas d'utiliser tous les extraits ni l'entièreté de vos messages audio, car je vais sûrement devoir faire une petite sélection. Mais une chose est sûre, je les utiliserai afin d'orchestrer un épisode collectif dont vous vous souviendrez. Et puis, je rajouterai votre site ou votre lien Instagram dans les notes de cet épisode. Comme ça, vous pourrez tous vous retrouver les uns les autres. Vous avez toujours voulu participer à la création d'un épisode ou vous sentir faire partie d'une plus large communauté de créatifs? C'est l'occasion. Le confinement, c'est pas Jojo, mais vous n'êtes pas tout seul. Et puis, quand cet épisode collectif sortira, cela fera au moins 3 semaines que nous serons tous coincés chez nous. Enfin, si le confinement est prolongé. Du coup, un petit coup de boost, je suis sûr que ça fera du bien à tout le monde. Je vous donne 10 jours, jusqu'au 1er avril donc, pour m'envoyer vos extraits. Passé ce délai, il sera temps pour moi d'assembler tout ça et d'y rajouter ma sauce, afin de vous concocter un épisode qui, j'espère, saura vous rebooster. Dites-vous que le prochain épisode du podcast, c'est le vôtre. Alors, à vos smartphones. Bon allez, du coup, il est temps pour moi de clôturer. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à suivre Angelo ainsi que son compte Balance ta peur sur les réseaux sociaux. Si ma proposition de balancer votre peur pour le prochain épisode collectif ne vous suffit pas, vous pouvez aussi aller la lui balancer directement en message privé sur Instagram. Le but, quoi qu'il en soit, c'est de la balancer. Et puis, vous pouvez également écouter son podcast du même nom. Si cette interview vous a titillé, ça risque de vous intéresser. Pour ne plus jamais louper un épisode du podcast blablabla, bon allez, je le dis quand même, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux, et puis abonnez-vous à ma newsletter afin de recevoir toutes les 2 semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Les liens et tout le tintouin sont à retrouver dans les notes de cet épisode. C'est l'heure des merci, donc merci à tous ceux qui ont déjà partagé ce podcast avec un ami. Merci aussi à ceux qui m'ont déjà laissé quelques étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment et ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis merci à mes merveilleux Patreons qui me soutiennent financièrement et qui me permettent de créer ce podcast afin de vous en faire tous bénéficier. Si vous aussi, ce podcast vous encourage et vous inspire, pourquoi ne pas devenir membre du Club Sens Créatif? Les contributions démarrent à 2 € par épisode et les contreparties incluent des mini-épisodes exclusifs du podcast rien que pour vous, ainsi qu'un portfolio review entièrement personnalisé. L'occasion de se rencontrer pour discuter de votre travail. Pour en savoir plus, rien de plus simple, rendez-vous sur patreon.com/senscreativepodcast. Je termine en remerciant Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux @AdrienGuy-Musique ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et en cette période troublée, la meilleure solution, c'est encore toujours de rester créatif. Ciao ciao.